bienvenue à tous les supporters du Cercle de Bruges, bienvenue à tous les supporters de l'AS Monaco. Les autres, si vous voulez, vous pouvez rester, faites semblant de vous intéresser. On va débriefer la quatrième journée de Jupiler Pro League qui opposait le Cercle de Bruges face à Zulte Waregem, et je vais l'appeler Zulte, qui est une bonne équipe de Jupiler Pro League, une équipe bien installée qui l'année dernière a joué la Liga Europa. On peut se rappeler notamment de ces deux confrontations contre Nice, toutes deux perdues assez largement. C'est quand même une grosse équipe de Jupiler Pro League, difficile à manœuvrer. Donc une belle confrontation entre deux équipes toujours invaincues au coup de sifflet initial. Comme à chaque fois, l'essentiel c'est les 3 points, l'avant-match, le match et l'analyse des joueurs. Si vous n'êtes pas intéressé, il est encore temps de zapper. Veille de match, et le coach Guyot transmet sa sélection de 20 joueurs. Donc il n'y a pas le communiqué médical et la retransmission de la conférence de presse qui d'habitude est donnée par le site internet du Cercle Bruges. Via les réseaux sociaux, on peut comprendre que Apin, qui est déjà apparu dans un groupe, est blessé, Farias et Iri également, mais ils n'ont jamais été dans aucun groupe sur les 4 premières journées. Etienne et Tormin, qui étaient sortis sur blessure lors du précédent match, sont bien présents dans le groupe. Quant à Van Hout, qui a joué le derby des U21 la veille, avec Iri qui s'est blessé durant ce match, n'est pas présent. À l'instar de Van Hout, Alioui sort du groupe, mais ça m'étonnerait qu'il ait joué avec les U21 étant donné qu'il est en prêt de Monaco et qu'il n'a pas un contrat comme Iri avec Bruges. Donc deux retraits par rapport à la précédente liste, Van Hout et Alioui. On note aussi le retour de Taravel et Omar, qui a changé de nom, entre guillemets, qui est devenu Aboud. Donc une sélection assez classique. Par contre, sur la feuille de match, il y aura des changements notoires. Les changements sont surtout en attaque. Dans les buts, toujours Nardi. En défense, les retours de Aboud et Tavarel font qu'on retrouve la défense des 2 premiers matchs. Au milieu, le bas du losange semble être celui qui va rester pour les confrontations plutôt défensives face aux gros adversaires, avec Omolo à droite à la place de Hogas. Et au niveau de l'attaque, donc, la pointe haute du losange n'est pas occupée par Mercier, mais par Bon Giovanni. On le saura par la conférence de presse d'après-match que Mercier a eu des soucis familiaux et qu'il n'a pas participé aux 2 derniers entraînements, ce qui explique son absence et donc la présence de Bon Giovanni en tant que numéro 10. Une première pour lui à ce poste et une première titularisation aussi. Avant cela, il était plus utilisé en tant que deuxième attaquant. Le deuxième attaquant n'est pas Tormin, qui a repris l'entraînement collectif la veille ou l'avant-veille du match. C'est la première titularisation également pour De Belder. Quant à Bruno, c'est le seul qui reste sur la ligne d'attaque par rapport au précédent match. Par rapport à la sélection de 20 joueurs, c'est Etienne et Lopez qui ne sont pas sur la feuille de match. Etienne, comme Tormin, blessé au match précédent, a repris l'entraînement la veille ou l'avant-veille. Quant à Lopez, c'est la deuxième fois qu'il est dans les sélections, mais toujours pas de feuille de match pour lui. Voilà pour l'avant-match. On va passer au résumé du match. Le coup de sifflet se fait à temps. Lors du premier match à domicile, il y avait eu un petit retard de 15 minutes par rapport à la VAR. Cette fois-ci, tout est bien réglé. Le match commence, 10 premières minutes vraiment difficiles pour le cercle, avec Nardi qui est déjà mis à contribution 2 fois en 10 minutes. Il aura beaucoup de travail durant ce match. Après ces 10 premières minutes sous pression, le cercle réussit à contenir un peu mieux les attaques de Zulte, et à partir de la 20e, commence à ressortir un petit peu et à construire dans le camp adverse. Ça reste très brouillon. Ça m'a fait penser aux petites équipes de la Coupe du Monde qui défensivement étaient en place, mais passer la ligne médiane avaient du mal à s'organiser et à créer le danger. C'était un petit peu ce qu'il se passait pour le cercle. À la 35e minute, le cercle réussit à obtenir un corner, alors que Zulte en avait déjà obtenu près de 5. Premier corner tiré par Bon Giovanni au premier poteau. Bruno coupe la trajectoire au premier poteau, mais sur le gardien qui fait un truc que je comprends pas, que personne comprend. C'est une boulette, il lâche le ballon, Omolo pousse le ballon au fond du but. 1-0 miraculeux pour le cercle, qui n'a pas tiré au but, qui a juste poussé le ballon par Omolo. Il faudra attendre la 40e minute pour un tir de loin de Lusamba. Durant la fin de cette première mi-temps, le cercle sort un petit peu la tête de l'eau, c'est toujours brouillon dans le camp adverse, mais maîtrise un petit peu mieux son adversaire, qui a pris un coup derrière la tête avec ce but de casquette. La mi-temps permet aux visiteurs de reprendre du poil de la bête, et ils entament la deuxième mi-temps comme ils avaient entamé la première, en mettant Nardi énormément à contribution. Il réalise 2 arrêts, mais sur la troisième tentative, par un centre de la droite, et de trop, et Nardi ne peut empêcher le ballon de rentrer presque sous son pied. C'était quasiment à bout portant, et assez compliqué pour lui de l'arrêter. Donc Zulte revient à un partout, ce n'est pas du tout immérité compte tenu de la physionomie du match. Un cercle qui ne réussit pas à être dangereux. Peu avant l'heure de jeu, un changement, Bon Giovanni qui sort à la place de Mercier. Et là on va retrouver avec Mercier un jeu plus direct qui va permettre au cercle d'être plus dangereux.
L'entrée de Ogas pour Omolo fait elle aussi du bien à la transition et au jeu de contre. Sur un contre rondement mené, après avoir quelque peu mangé la feuille, comme on dit, Mercier décale de Belder qui est touché au niveau du talon et s'écroule magnifiquement dans la surface, obtenant un penalty. Penalty transformé par Bruno. 2-1 pour le Cercle, moins miraculeux que le premier but, car le Cercle depuis 10 minutes n'était pas trop inquiété et ressortait assez bien le ballon. Après ce but, un changement tactique, c'est Ueda, le défenseur japonais qui fait son entrée à la place de Belder, l'attaquant. Et donc on est dans un système à 3 défenseurs centraux avec Ueda sur la droite. Le Cercle procède clairement par contre avec un bloc vraiment bas. C'est sur une dernière sortie de balle dans les arrêts de jeu que Ogas au milieu de terrain trouve Lusamba qui transmet à Mercier, Mercier qui fixe, Lusamba qui lui passe dans le dos sur sa droite, Mercier lui redonne. Lusamba réussit à transmettre au centre à Bruno qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Troisième but dans les arrêts de jeu, deuxième but pour Bruno, une passe décisive pour Lusamba et un stade qui respire car les dernières minutes acculées sur son but étaient vraiment irrespirables, très stressantes. But de la libération pour Bruno, l'arbitre va siffler dans la foulée la fin du match, donnant les 3 points au Cercle qui reste invaincu dans le championnat avec un total de 8 sur 12 points possibles. Pour les joueurs, on va commencer avec Nardi. Très très gros match de Nardi, beaucoup de travail, des parades réflexes et du vrai boulot de gardien. Ce n'est pas un clean sheet, mais c'est son meilleur match pour autant. Sur le but, il revenait de son premier poteau, il n'était pas sur ses appuis, la tête de l'adversaire lui arrive au niveau des tibias, dans les pieds. Un arrêt qui aurait été miraculeux, alors que la plupart étaient des vrais arrêts. Pas grand chose à dire, peut-être des sorties aériennes hasardeuses. Les 6 mètres, c'est son jardin, mais de temps en temps, quand il sort, il peut mettre en danger sa défense, donc peut-être mieux choisir ses sorties aériennes, parce que parfois, au lieu de soulager la défense, il la met sous pression. J'ai 2 situations en tête, donc bien faire attention quand le bloc est bas, qu'il y a beaucoup d'adversaires dans la surface. C'est pas spécialement le meilleur moment pour sortir. Autant laisser l'adversaire le mettre en corner ou se préparer au deuxième ballon sur ses appuis. Mais sinon, ces sorties aériennes sont toujours bonnes, à part quelques-unes sur un bloc bas, et encore, il y avait des sorties aériennes bloc bas qui étaient très intéressantes. La charnière centrale, toujours inversée sur la présentation du cercle, Lambeau à droite, Taravella à gauche, une défense très sérieuse, pleine d'automatisme. Sur les côtés, Paloun et Aboud, on voit la même répartition que lors du premier match, un Aboud qui apporte un peu plus offensivement qu'un Paloun, mais au niveau du boulot défensif, les deux sont assez sérieux, des bonnes compensations, des bonnes interventions physiques. Le milieu de terrain, c'est pour moi vraiment la force actuellement du cercle, avec de gauche à droite Lusamba, Koné, Omolo. Beaucoup d'intelligence dans les placements, beaucoup d'impact physique dans le grattage, les compensations défensives et de la projection pour les deux excentrés du losange, Lusamba et Omolo. Donc ils protègent vraiment bien leur défense et réussissent à passer le premier rideau. Sur un match où le cercle a été sous pression, il n'y a pas eu de défaut individuel, c'était vraiment un défaut collectif, peut-être dans l'impact. Ça s'est assez bien vu sur le but, où tout le monde était en retard depuis Omolo au milieu de terrain, jusqu'après les compensations de Lambeau, de Paloun et de Omar qui devait fermer la boîte au milieu. C'est le deuxième attaquant qui a repris de la tête, mais Omar était seul pour deux. Au niveau individuel, pas de grosses déceptions, pas de grosses erreurs et un joueur qui marchait à côté de ses pompes. C'est plus au niveau de l'état d'esprit de groupe où il n'y a peut-être pas eu l'impact physique et psychologique nécessaire. Après, il faut aussi souligner le talent adverse qui a bien joué en une touche. Et je vais revenir après sur les remplacements, mais la défense à 3 a vraiment permis de mieux compenser et d'être moins en retard en attaque et plus au milieu de terrain avec son numéro 10 ou son numéro 27, Bon Giovanni. Très très difficile pour Bon Giovanni. C'est seulement à partir de la 15e minute où je l'ai vu réussir une passe vers l'arrière pour se rassurer. Première titularisation après un premier match contre son club formateur. Certainement une grosse pression pour lui, une difficulté à se mettre dans le jeu. Les 15 premières minutes passées, il a fait son match, il a été relativement bon. Pour autant, il a montré des bonnes choses en tant que numéro 10, mais un numéro 10 d'équipe de possession. Le numéro 10 du cercle n'est pas un numéro 10 de possession, c'est vraiment un numéro 10 de transition. On a pu sentir que Bon Giovanni ralentissait un peu le jeu quand on a vu Mercier, qui a l'habitude de l'équipe et des automatismes, rentrer. En tout cas, je le trouvais plus intéressant en numéro 10 qu'en faux numéro 9 sur un côté. Donc c'est un nouveau poste pour lui,
car même à Monaco, il n'y avait pas de réel numéro 10. Ça a souvent été des numéros 10 excentrés. Donc là, dans le cœur du jeu, c'était peut-être une première pour lui. Des choses intéressantes, mais pas pour le jeu du cercle, hélas. Pour le jeu du cercle, il faudrait qu'il soit plus direct, qu'il donne plus dans les espaces et qu'il donne à ses attaquants quand ils sont lancés. Ses attaquants, je vais commencer par De Belder, qui a bien travaillé défensivement sur son aile. À droite, c'est comme la défense centrale, c'est inversé sur le schéma. On ne l'a pas trop vu offensivement, si ce n'est sur le penalty, qu'il a eu au métier. Quant à Bruno, le dernier, pour moi le MVP, comme Tormin, lors de la deuxième journée, il est impliqué sur les 3 buts. Son boulot défensif aussi, il a été, comme toujours, très impliqué. Donc pour moi, Bruno MVP. Et on va passer au remplaçant. Première entrée, Mercier à la place de Bon Giovanni. Donc j'ai déjà évoqué un petit peu le sujet. Il a plus d'ancienneté que Bon Giovanni. Ancienneté aussi bien au poste de numéro 10 qu'avec ses collègues et les automatismes. Donc il a apporté ce qu'il a apporté l'année dernière, la vitesse dans les transmissions, le jeu dans les espaces et la projection. Peut-être que sur un match où le cercle aura la possession, Bon Giovanni se mettra plus en valeur, mais sur celui-ci où clairement c'était le jeu de contre et de transition qui était privilégié, la rentrée de Mercier a fait beaucoup de bien. Une avant-dernière passe décisive pour Lusamba, une grosse occasion de but, une bonne rentrée de Mercier dans des conditions personnelles particulières. Le deuxième changement, Augas, qui n'aurait pas dû rentrer en jeu, selon le coach Guyot, qui aurait préféré un changement défensif à ce moment-là du match. Il a pris un risque, parce que Augas est plus offensif que Omono, bien que Augas a très bien défendu et qu'il sache très bien défendre. Ça a été une bonne prise de risque pour le coach, qui a permis de faire la différence. Intéressant dans les passes et dans le jeu de transition en contre du cercle. Et le dernier changement, tactique cette fois-ci, que voulait faire le coach bien plus tôt, c'est mettre le troisième défenseur, Naomichi Ueda, qui a évolué à droite, Lambeau au centre et Taravel à gauche. Donc une défense à 3 défenseurs, qui a permis de solidifier le côté droit, qui était le côté privilégié par Zult pour ses attaques. Donc une bonne rentrée, quelques interventions intéressantes, toujours physique, dans le placement aussi, pas de soucis particuliers pour Ueda qui a fait une entrée intéressante. Donc sur cette fin de match, en 5-3-2 ou 3-5-2, c'est le même schéma qui s'est reproduit par rapport au match précédent. Le 4-4-2 en losange est un système assez rare actuellement. On peut penser à Lyon, qui a les mêmes limites que le cercle, à savoir que quand son numéro 10 à Lyon, c'est Fekir, est absent, le jeu de l'équipe n'est plus du tout le même. Peut-être qu'une future absence de Mercier sera compensée par un changement de système avec directement un 5-3-2. J'espère plutôt qu'on va continuer à donner sa chance aux jeunes, que ce soit Ban Giovanni qui a inauguré ce poste. Il y a aussi Farias qui commence de beaucoup plus loin, mais qui est aussi un numéro 10. Donc il y a des solutions humaines, on va dire. Donc j'espère que ces 60 premières minutes ne vont pas enterrer ce système en cas d'absence de Mercier, même s'il y a de la réserve humaine pour les 5-3-2, avec de gauche à droite Etienne, Ueda et Vitinho. Là, c'est le gourmand qui parle. Un vrai numéro 10, moi, ça me fait plaisir à voir. Bon Giovanni, à défaut d'expérience, de malice à ce poste, a montré quand même des choses intéressantes et une capacité à porter cette responsabilité. Il y a encore un backup avec Farias, donc ça peut laisser de la marge. Et au pire, pour une fin de match, il y a la solution tactique. Donc voilà, c'est un espoir que j'ai sur ce système et sur cette philosophie de jeu, comme l'avait appelé le coach du Standard, une philosophie offensive. J'espère que cette philosophie ne va pas reposer que sur la présence d'un homme. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce, à partager sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snap et autres. Une petite dédicace à ceux qui ont réagi aux précédentes vidéos, et notamment à mes critiques sur Bon Giovanni et avant lui sur Nardi. Des critiques viriles mais correctes. J'essaye d'être objectif. Après, je suis les joueurs prêtés par Monaco, donc c'est vrai que je souligne que je fais un zoom sur eux, et qu'en général, on parle plus des trains qui n'arrivent pas à l'heure que le contraire. Ce sont des critiques qui se veulent non pas négatives mais constructives. Si un de leurs proches écoute et qui lui transmet avec toute la diplomatie qu'il faut, ça sera un plus pour le joueur lui-même et donc pour le cercle et Monaco, je l'espère par la suite. Donc ce n'est pas de la critique gratuite et mal intentionnée. Donc voilà, je critique et j'accepte aussi les critiques, il n'y a pas de souci. J'accepte aussi les différences d'opinion et d'approche. Si pour vous le 4-4-2 sans Mercier vous a donné des sueurs froides, je comprendrai votre commentaire qui dit qu'il faut un 5-3-2. Il y a aussi bien une ligne éditoriale qu'un éditorialiste. Et donc que ce soit les critiques ou les opinions, n'hésitez pas. Et donc voilà, un pouce vers le bas, ça veut pas dire grand-chose. N'hésitez surtout pas à formuler les critiques. Ça me permettra moi aussi de progresser dans ce qui n'est que ma troisième vidéo.
Bonne continuation, levez cercle et Dagemon Egu.